Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc au Pavillon République pour cette conférence débat avec Catherine Kinsler, dont le thème est laïcité, radicalité, intégrisme, dans le cadre des rencontres de la laïcité et des valeurs de la République. Je vais présenter très rapidement Catherine Kinsler pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Il y en a sans doute qui l'ont lu, mais peut-être qu'il y a des gens qui la découvrent ce soir. Donc, elle est agrégée de philosophie, spécialiste de l'esthétique et de la laïcité, vice-présidente de la Société française de philosophie de 2009 à 2022, spécialiste de la philosophie de l'art notamment, membre du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale depuis 2018 et chevalier de la Légion d'honneur depuis 2013. Donc, c'est dire si nous sommes ravis de la voir ce soir avec nous. Elle restera d'ailleurs un peu à l'issue de la conférence
puisqu'on va vous inviter à un moment de convivialité dans le bâtiment qui est juste à côté, moment durant lequel elle va dédicacer ses ouvrages. Donc il y a un petit stand organisé avec la librairie Ombre Blanche où vous pourrez retrouver un certain nombre de ses ouvrages, et notamment cet ouvrage « Penser la laïcité », dont un certain nombre de points, j'imagine, vont être développés ce soir dans la conférence. Donc merci d'accueillir pour débuter Sébastien Vincini, président du conseil départemental, et Catherine Kinsler. Chère Madame Kinsler, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos fonctions et qualités, et chers amis, c'est de nombreux visages ce soir qui me sont familiers. Je suis très heureux d'ouvrir ce soir la 8e édition de nos rencontres de la laïcité et des valeurs de la République. Laïcité, radicalité et intégrisme. Nous avons choisi le thème de cette conférence avant que ne survienne le 13 octobre dernier l'assassinat terrible de Dominique Bernard, 3 ans après celui de Samuel Paty. Je ne peux pas non plus passer sous silence également l'actualité internationale et les massacres au Proche-Orient qui ont engendré depuis un mois un déferlement odieux de haine antisémite dans lequel se répandent aujourd'hui les populistes xénophobes et les révisionnistes de tout ordre. Ce climat délétère vient s'ajouter au bouleversement de ce que nous avons connu il y a quelque temps, d'une crise pandémique sans précédent dans notre pays, dont nous nous relevons à peine et qui a provoqué beaucoup de repli sur soi. En tant que président du conseil départemental, chef de file des solidarités humaines, je le constate chaque jour. Les conséquences économiques et sociales de la crise engendrent la peur de l'autre, le repli, compréhensible mais dangereux, qui fragilise aujourd'hui le rapport aux politiques et ébranle jusqu'au fondement même de notre République. Il est primordial de savoir consacrer chaque soir, comme ce soir, des temps de réflexion qui permettent de faire un pas de côté, on l'évoquait tout à l'heure, pour comprendre ces mutations de la société et leurs racines, sans céder aux analyses à l'emporte-pièce. On entend dans l'immédiateté de l'actualité tellement tout et n'importe quoi. Merci à vous toutes et à vous tous, venus si nombreux ce soir, malgré le froid, pour pouvoir échanger ensemble. Je ne serai pas très long. Merci à vous, Madame Kinsler, d'avoir accepté de nourrir le débat. Merci d'être venue jusqu'ici, à Toulouse. En tant qu'enseignante, vous avez participé à la formation intellectuelle de tant de jeunes, à l'apprentissage de l'esprit critique, et finalement de ce qui peut se résumer en un mot, l'émancipation. Vous savez à quel point il est primordial d'échanger avec eux, les jeunes, pour leur donner les clés de la compréhension de notre monde, de notre société. Mais enseigner, c'est aussi se confronter à la réalité du quotidien, se la coltiner, comme on dit souvent, nous, les élus. Ce n'est pas péjoratif quand je dis cela. Cette réalité, comme le montre la dernière étude IFOP de décembre dernier, c'est d'abord l'accroissement des atteintes à la laïcité par les élèves. Plus de 4451 atteintes à la laïcité relevées à l'école en 2022, considérable. C'est également, aucun chiffre n'est avéré. 47% des enseignants admettent ne pas faire remonter les incidents. Donc ça ne repose que sur ceux qui les font remonter. Ce que l'étude révèle aussi, c'est que 56% des enseignants, notamment les plus jeunes, affirment s'auto-censurer pour éviter d'aborder certaines questions, comme l'apprentissage des religions, comme la question de la laïcité, comme la question des valeurs de la République, ce qui est plus effrayant en soi. Ces constats ne sont pas à relativiser. L'école française est laïque, et l'école, c'est la République. Victor Hugo, d'ailleurs, disait « l'État qu'il aille chez lui, la religion chez elle, et l'école à la République ». C'est donc ici le sens même de l'école qui est contesté par la remise en cause de la laïcité. On doit y prêter garde. Cette remise en cause peut coûter la vie.
Samuel Paty et Dominique Bernard ont été assassinés parce qu'ils étaient des professeurs, qu'ils transmettaient le savoir, enseignaient la liberté de penser par soi-même, le devoir de s'interroger dans le respect des opinions de l'autre. On le dit souvent, la laïcité, c'est un combat que nous devons mener. Ce mot, il est parfois incompris. Je crois qu'il faut peut-être utiliser, c'est un apprentissage. Madame Kinser, vous utiliserez, vous développerez les vôtres mots, et je crois que c'est intéressant qu'on puisse avoir ce propos-là. 53% des enfants dans les collèges et les lycées aujourd'hui disent que la laïcité les opprime. Ça doit nous interroger, alors que la laïcité, c'est un principe de liberté et de respect de l'autre. Nous avons en Haute-Garonne créé le parcours laïque et citoyen, qui aujourd'hui est un dispositif unique en France qui permet de s'adresser à l'ensemble des collégiens, et maintenant nous allons plus loin, CM1, CM2, où nous mettons à disposition des enseignants vraiment une boîte à outils finalement pour porter avec des partenaires institutionnels, associatifs, le monde de l'éducation populaire, donner des outils pédagogiques aux enseignantes et aux enseignants pour oser affronter ces questions-là. C'est 170 acteurs qui se mobilisent sur le département. Depuis que mon prédécesseur a créé ce dispositif, Georges Méric, on a formé plus de 273 élèves à cette question-là. Je n'ai pas les retours statistiques de savoir si finalement la laïcité était mieux appréhendée en Haute-Garonne qu'ailleurs. Ce que je sais, c'est qu'il y a une réelle satisfaction des professeurs et qu'ici, ils enseignent, qu'ici, ils osent affronter cette question-là. On a fait une étude statistique, l'ensemble des principaux ont fait remonter. 98% des professeurs disent qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière. Donc on sait qu'en cela, au moins, ça a donné des outils. Est-ce que ça a une pertinence? Est-ce que c'est le bon apprentissage? Difficile de le mesurer. Difficile de le mesurer puisque nous n'avons aucun retour statistique de l'éducation nationale de savoir si en Haute-Garonne, il y a moins d'atteinte à la laïcité et à cette question-là. Dans quelques jours, le département rendra public une enquête sur la perception que nous avons lancée avec des instituts de sondage sur la laïcité par les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais. Donc là, on va avoir une sacrée photographie. Je vais en dévoiler le contenu dans cette intégralité. Je vais juste en dire quelques mots avant ma conclusion. Je citerai 3 chiffres. Seuls 25% des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais évoquent la laïcité quand on leur demande de citer spontanément les principes de la République et les fondamentaux de la République. République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce sont les 4 principes, article 1er de la Constitution française. Seuls 25% de nos concitoyens haut-garonnais connaissent ces principes. 44% estiment que les catégories sociales et les communautés vivent les unes à côté des autres, sans trop de tension, mais sans trop véritablement se côtoyer non plus. Ça veut dire que 56 passent le contraire. Et ils ne sont que 27% à estimer que le vivre ensemble est une réalité pratiquée au quotidien. Ça veut bien dire que cette mécanique de repli sur soi ne touche pas que ce qui est presque le haut de l'iceberg, le communautarisme, mais marque profondément les esprits, en tout cas c'est le ressenti de nos concitoyens. C'est beaucoup trop peu, beaucoup trop peu. Notre responsabilité en tant qu'élus, en tant que décideurs politiques, est donc de continuer sans relâche à défendre et à promouvoir ce beau principe de la laïcité que j'aurais qualifié ni d'une arme anti-religieuse, ni d'un principe de neutralité précautionneuse. La laïcité reste et doit rester la liberté pour chacune et chacun d'entre nous de croire ou de ne pas croire, la liberté de penser par soi-même, l'égalité dans la rencontre et dans l'altérité, et la fraternité dans le partage. C'est ce que nous portons ici dans nos politiques au sens noble comme au sens du quotidien dans nos politiques publiques. Maintenant, je vous souhaite un bon débat, une belle controverse, de beaux échanges ce soir et belle soirée. Et je vais demander à Catherine Kinzler de s'installer au pupitre pour sa conférence, à l'issue de laquelle nous allons nous retrouver avec des micros dans la salle pour que vous puissiez lui poser quelques questions. Catherine Kinzler. Merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le Président,
toute l'équipe du conseil départemental. On est très bien reçus, je dois vous dire, très très bien. Et vraiment, Monsieur le Président, merci pour tout ce travail que vous avez décrit et qui, je suis sûre, porte ses fruits. On ne travaille jamais en vain quand vous effectuez tout cela. C'est très important. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux. Je suis impressionnée et je vais essayer d'être à la hauteur. Ah, j'ai oublié le petit... Rassurez-vous, je ne vais pas faire une conférence PowerPoint. Hein. La preuve, c'est que je n'ai pas l'habitude. Ça se voit. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Laïcité, radicalité, intégrisme ». Alors, le terme « radicalité » désigne, de façon courante, une forme de durcissement, d'une régression dogmatique, particulièrement dans le domaine religieux. On parle aussi d'intégrisme. Alors, je voudrais le reprendre, ce terme, en son sens originaire, pour l'appliquer au concept de laïcité. En ce sens premier, la radicalité, c'est le moment où la pensée va effectuer une démarche régressive et où elle s'interroge sur la racine d'une notion, d'une proposition. C'est ce que nous, les philosophes, nous faisons. Hein. Je fais ce que je sais faire, et rien d'autre que ce que je sais faire. Donc il s'agit de remonter à des conditions de possibilité. Je me suis interrogée comme ça. Or, c'est précisément parce que la laïcité a été mise en crise par des radicalisations dogmatiques qu'elle est sortie de sa torpeur, d'un assoupissement intellectuel qui la laissait un peu trop tranquille et il a fallu faire l'effort de la penser jusqu'à sa racine, radicalement. Je vais donc m'efforcer de dégager cette radicalité comme on fait pour les plantes d'une racine qu'on met à nu. Et puis j'essaierai d'en tirer quelques réflexions politiques. Alors, j'ai parlé de mise en crise. Hein, l'événement déclencheur qui a mis la laïcité en crise, on a relancé l'intérêt, l'étude, a été ce qu'on appelle l'affaire du voile à l'école, l'affaire de Creil en 1989. J'ai été, vous le savez, co-auteur, co-signataire du texte L'Appel des Cinq, Prof, ne capitulons pas, qui est paru début novembre dans le Nouvel Observateur. Et puis, sont venues d'autres questions, un ensemble, alors ce que j'appelle un ensemble problématique, hein, qui a été un ensemble de défis, de tests, d'épreuves pour une construction philosophique. L'affaire des signes religieux à l'école publique, Creil et récemment l'abaya, l'affaire le vote de la loi de 2004, l'affaire du port du masque intégral dans les lieux publics, les tentatives de toilettage de la loi de 1905. Enfin bon, on n'en finirait pas de les énumérer. Et puis, avec la multiplication des attentats sanglants qui ont marqué l'année 2015, l'assassinat des professeurs Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est toute la société qui a été saisie par des questions liées à la laïcité, à laquelle on fait référence partout, dans tous les sens. Alors, c'est des questions de ce genre que je me suis posées, que j'ai essayé. Je vais vous proposer un modèle théorique. Un modèle théorique. Alors, la césure de 89 a été le symptôme révélant qu'une évidence s'était ébranlée. Mais les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas seulement dues à des radicalisations religieuses. La mise en crise s'est installée grâce à un relais très efficace qui ne se présente pas sous la forme d'une radicalisation, mais sous celle d'une pensée très banale et apparemment inoffensive. En effet, l'évidence laïque est attaquée à découvert par l'intégrisme religieux et ses visées politiques. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Par les tentatives communautaristes, mais ces attaques trouvent un soutien auprès d'un allié idéologique important. Cet allié, c'est la pensée qui voit dans l'attitude religieuse une norme. Et donc une variante consiste à réduire la laïcité à la liberté religieuse. Dans cette pensée, il s'agit d'articuler, de combiner les diverses formes de religiosité dans un régime de tolérance dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions, de type anglo-saxon, si vous voulez. Ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficacité, de l'efficience politique, s'appuient sur l'apparente universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Le schéma consiste à s'autoriser d'une représentation de la société
pour former injonction envers l'association politique. Société, association politique, ce n'est pas tout à fait pareil. L'appel à l'évidence sociale sert de point d'appui pour transférer sur un concept les propriétés d'une représentation et pour les ériger en normes politiques. C'est normal d'avoir une religion, donc l'association politique devrait reconnaître les religions, en tenir compte. Et cette opération, bien sûr, ne permet pas de contrer les opérations plus spectaculaires et violentes menées par les radicalités religieuses, notamment l'intégrisme islamique, mais bien souvent même, elle les sert, elle en est complice. Donc, je partirai de là. Vouloir s'inspirer d'une représentation de la société pour en tirer un modèle dont la société politique, dont l'association politique devrait s'inspirer, eh bien, ça pose une question fondamentale de philosophie politique. Je vous avais dit qu'on ferait de la philosophie. Ça pose une question fondamentale de philosophie politique, celle de la nature et de la forme du lien qui fonde l'association politique. Sur quoi est fondée l'association politique ? Ce lien doit-il se confondre avec des liens sociaux préexistants ou s'en inspirer, se calquer sur eux, prendre modèle sur eux, ou bien doit-il et peut-il se penser de manière différente, distincte, et se présenter comme autoconstituant, différent, étant à lui-même son propre commencement. Telle est la question radicale, au sens philosophique, celle de la nature du lien politique, celle de la distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, que j'ai considérée comme fondamentale pour construire cette conceptualisation de la laïcité. En fait, je l'ai considérée comme fondamentale, je l'ai découverte au bout d'un certain nombre de recherches. Là, je vous présente les choses une fois reconstituées. Ce fut ma façon de contribuer au réveil de la pensée laïque. Et c'est ici qu'il m'a paru éclairant de remonter, non pas au XIXe, mais au XVIIe siècle, parce que la philosophie classique a rencontré cette question, et précisément sous la forme du rapport entre le lien politique et le lien religieux. En quoi est-il nécessaire ou faut-il les disjoindre, le lien politique et le lien religieux? Est-ce que le lien politique prend modèle sur le lien religieux? Faut-il les disjoindre? Comment est-ce possible? Et surtout, jusqu'où? Voilà la question qui m'a semblé fondamentale. Alors, ce noyau conceptuel, eh bien, je l'ai trouvé en lisant le plus grand théoricien de la tolérance, à la fin du XVIIe siècle, à savoir l'anglais John Locke, qui a écrit une lettre sur la tolérance. Locke pose une question fondamentale, mais il la pose en y répondant, en réalité. Voilà, dit-il, il fait une théorie de la tolérance, je vous en parlerai dans un moment, de séparation, de disjonction entre association politique et association religieuse, mais il dit on ne peut pas admettre les athées dans l'association politique. On ne peut pas les admettre. Alors, mes amis militants laïcs me disent comment peux-tu partir d'un théoricien qui n'admet pas les athées dans l'association politique? Eh bien, voilà pourquoi. Il faut regarder l'argument que donne Locke. Locke dit on ne peut pas les admettre parce qu'ils ne sont pas fiables, parce qu'ils croient à rien. Donc, on ne peut pas croire à leur serment. Et donc, en répondant à la question, il la pose. Il pose une question fondamentale. Le lien politique suppose-t-il une adhésion préalable dont le modèle est la croyance? Suppose-t-il des coalitions qui lui seraient logiquement antérieures et qui lui seraient nécessaires? Eh bien, Locke répondait oui. Vous devinez que la réponse de la laïcité va être non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la bonne question, me semble-t-il. Sa manière de répondre dégage la question, une question structurante, parce qu'il y répond en relation à la formation de l'association politique. Alors, quelle différence la laïcité va-t-elle introduire dans ce schéma? Une toute petite différence qui va tout changer. Et pour ça, j'ai relu Locke en reprenant son raisonnement. Locke s'emploie à comparer et à dissocier l'association civile, ou l'association politique, il dit civile, mais moi je dirais que c'est l'association politique, c'est ce que nous appelons l'association politique, d'une part, et l'association religieuse de l'autre. Il les sépare. Alors, je vous ai préparé un tableau. Voilà, il les sépare. Elles n'ont pas le même objet. Je le vois là, c'est très bien. Elles n'ont pas le même objet. On peut les séparer. Elles
elle ne recourt pas aux mêmes moyens. Je vous laisse lire, ça se comprend de soi-même. Et ce n'est pas le même principe. Donc, le théoricien de la tolérance va les séparer et dire l'association politique n'a pas à dicter aux citoyens leur religion, elle n'a pas à s'en mêler. Mais il y a une racine commune. Il ne dit pas comme ça. Je l'ai tiré, moi, de cette réponse qu'il donne. Je n'admets pas les athées dans l'association politique. Pourquoi ? Parce que la racine de toute association est une racine de type adhésion, est une racine de type, j'ai dit fiduciaire, c'est le vocabulaire de la comptabilité, de la finance, mais au fond, c'est adhésif. Il faut que ça soit adhésif. Il faut croyez ce que vous voulez, mais croyez à quelque chose. Et là, vous pourrez entrer dans l'association politique. On ne se mêle pas de ce que vous croyez, ça c'est la tolérance, mais il faut que vous croyiez à quelque chose. Bon, c'est très intéressant, très intéressant. Donc, la forme qui assure la cohésion, si vous voulez, du lien politique, c'est la référence, au fond, au fait que les citoyens vont entrer dans l'association parce qu'ils savent déjà ce que c'est qu'un lien par le lien religieux. Le lien religieux et le lien politique ont une forme radicalement commune, alors qu'ils ont des propriétés disjointes. C'est ça qui commande l'argumentation de Locke contre les athées. C'est comme ça que j'ai essayé de trouver pourquoi ils raisonnent comme ça. Les athées, ce sont des électrons libres, ils sont déliés, on ne va pas pouvoir les rassembler. Donc c'est un lien, je dis fiduciaire, on pourrait dire convictionnel. Convictionnel, ce sera plutôt le vocabulaire d'aujourd'hui. Bon. Alors, comment va s'introduire la différence laïque ? Le concept de laïcité, eh bien, il est conforme à ce tableau. Tout le haut du tableau, on peut le reprendre. On peut changer le vocabulaire de Locke, qui est le vocabulaire du XVIIe siècle, mais enfin, on s'y retrouve quand même. Et il va le reprendre, mais à une différence près. La cellule, la dernière cellule, racine commune, eh bien, la laïcité va la scinder en deux également. Elle va la scinder en deux. On va faire l'économie de la parenté de nature entre lien religieux et lien politique. Voilà. Voilà ce que va faire la laïcité. Voilà ce que va faire la laïcité, c'est-à-dire qu'on va dire, mais non, l'association politique n'a pas besoin de citoyens qui, par ailleurs, croient à quelque chose, qui sont pris dans une forme adhésive. Hein. Ils vont pouvoir s'assembler, ils vont pouvoir voter des lois, ils vont pouvoir s'interroger, et l'association politique commence avec elle-même. Ça semble tout simple, mais cette différence est une option philosophique très importante. Vous voyez, c'est un minimalisme. C'est un minimalisme, puisqu'on a dit on n'a pas besoin d'autre chose que de l'association politique elle-même, de la décision des citoyens et de leur consentement et de leur volonté de faire des lois ensemble, sans aucune référence à autre chose qu'à cette association politique. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 le dit. Le principe de toute souveraineté est dans la nation. Il n'est nulle part ailleurs, ni au-dessus. Donc c'est une association entièrement autoconstituante, ne devant rien à autre chose qu'elle-même, et elle est à elle-même son propre commencement. Et donc, de ce fait, l'antériorité logique de l'association religieuse est évacuée, mais pas son antériorité chronologique. Les religions ne sont pas évacuées, elles sont pratiquées dans la société civile. Mais elles n'ont pas de pertinence politique. Elles ne sont pas convoquées au niveau politique. Elles n'ont pas la parole au niveau politique. Elles ne font pas la loi, tout simplement. Donc il n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit, d'adhérer à une conviction religieuse, métaphysique, pour construire l'association politique. Alors j'ai dit minimalisme, je vais lâcher un autre gros mot, c'est un immanentisme. Ça va ensemble, c'est-à-dire que c'est présent là, dans l'association, il n'y a pas besoin de se référer à autre chose qu'à elle-même. Alors, une remarque, ça concerne aussi l'athéisme en tant que conviction. Bien sûr, les athées vont être admis de ce point de vue, puisque ne formant pas de lien, on ne leur demande pas compte s'ils forment un lien ou pas. Mais l'athéisme en tant que conviction n'est pas non plus admissible dans l'association politique.
pas plus qu'une religion ou qu'une autre métaphysique. Tout ça est superflu pour constituer l'association politique. La loi n'a pas besoin d'une conviction préalable. Elle ne s'inspire d'aucun lien préexistant. Vous voyez donc qu'ici, nous avons une démarche qui simplifie, mais qui va être... Bon, c'est assez simple. Une idée simple peut être difficile. C'est assez simple comme idée, c'est même très simple, mais c'est assez difficile à comprendre et à expliquer. Donc, les non-croyants vont être admis, mais ils ne sont pas admis dans l'association laïque en tant qu'ils ont une conviction, de même que les autres ne sont pas admis en tant qu'ils ont une conviction. Leur conviction, ils l'exercent ailleurs, dans la société civile. Ils vont mettre leur conviction à l'écart et ils vont pouvoir faire des lois sans avoir besoin de cela. Est-ce qu'on peut faire un écran noir avec ce truc-là? Alors, on va demander à la régie s'ils ont du noir en... C'est bon. Il est très bien, ce noir-là. J'aurais besoin tout à l'heure d'une autre diapo. Le premier résultat de cet examen, eh bien, c'est une formule qu'on peut exprimer par une analogie avec un système arithmétique. C'est le zéro. C'est l'espace zéro. J'emprunte cette analogie à un commentaire qu'a fait un de mes collègues américains à l'issue d'une conférence qu'il m'avait invité à donner à Princeton. Et s'agissant de l'organisation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, il a proposé cette analogie avec la numération. Il dit, voilà, en matière de liberté de conscience, en matière de liberté religieuse, nous, les anglo-saxons, nous commençons par 1, les Français, eux, ils commencent par 0. Partir de 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'appuyer sur les communautés, les courants existants, les religions, pour les réunir dans ce qu'ils ont de commun, croyez à quelque chose. Partir de 0, du fait même de ce minimalisme, c'est ouvrir un espace plus large qui pourra accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas. Y compris celles qui n'existent pas, ou pas encore, mais y compris celles qui n'existent pas. Là, je voudrais vous citer une phrase que j'ai trouvée dans une interview de Delphine Orwiller, le rabbin Delphine Orwiller. J'ai trouvé ça dans Figaro Madame, figurez-vous. Eh bien, vous allez voir, elle dit « La laïcité, c'est une garantie d'oxygénation permanente parce qu'il y a toujours un espace autour de moi qui est vide de ma croyance et de celle de mon voisin. » Il y a toujours un vide quelque part. Et effectivement, c'est un espace... Alors, traduisons-le peut-être en termes plus, je sais pas, scientifiques, entre guillemets, c'est un espace non saturé, la laïcité. Voilà ce qu'il faudrait que j'explique à nos élèves. C'est un espace non saturé. Il y a toujours de la place pour autre chose parce qu'il y a toujours du vide. C'est comme dans une bibliothèque, il faut toujours qu'il y ait des trous. Sinon, vous ne pouvez plus mettre les bouquins qui arrivent. Mais il faut qu'il y ait le trou. C'est un espace non saturé et non saturable. Et non saturable. Les agents sont déliés, effectivement. Leurs liaisons existantes sont suspendues du point de vue politique, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on va dissoudre les associations. Mais ils vont former cet espace zéro. Ils vont s'assembler en tant que citoyens à ce moment-là. C'est un espace zéro, non saturé et non saturable. Donc une association politique laïque, concrètement, elle ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance, elle le fait, bien entendu, mais elle assure aussi la liberté de ceux qui n'en revendiquent aucune, qui ne forment pas communauté préalable. Davantage, et c'est là encore qu'apparaît la pertinence de la comparaison de mon collègue avec le zéro, le droit de non-appartenance est fondamental. Il ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Ce n'est pas comme d'appartenir à telle ou telle communauté, à telle ou telle religion. Non, il n'en est pas la variante inversée, il en est la condition. Sans le droit à la non-appartenance, il n'y a pas d'appartenance valide. C'est une paraphrase d'une phrase de Beaumarchais. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Sans le droit à la non-appartenance, il n'est pas d'appartenance valide. Alors, beaucoup de conséquences peuvent être facilement tirées de tout cela et beaucoup de propriétés du concept de laïcité. Je vais en tirer quelques-unes. La séparation des églises et de l'État, elle est déjà dans la tolérance.
de Locke. Il sépare les églises et l'État. Mais ça n'épuise pas la laïcité. La laïcité tranche entièrement la relation du lien politique avec toute forme religieuse ou d'adhésion à une position métaphysique. Le moment moral est donc inclus dans cette opération. Pas de serment sur un livre sacré. Il y a séparation rigoureuse des églises et de l'État aux États-Unis. Mais on continue à frotter serment sur un livre sacré. Pas de prière publique dans une association laïque. Aucune conviction n'est officiellement reconnue. Les citoyens sont donc libres d'avoir celle qu'ils souhaitent, ou aucune, ou de réprouver toute croyance. La liberté des cultes est donc subordonnée à la liberté de conscience. La liberté de conscience est première. La rédaction de l'article 1er de la loi de 1905, c'est la variante laïque de la séparation des églises et de l'État, introduit, vous le savez, une ponctuation forte entre assurer la liberté de conscience, la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit la liberté des cultes dans les restrictions, etc., ordonnées par la loi ci-après. Les deux libertés ne sont pas sur le même plan. Vous voyez, je reviens au début de mon propos. Donc, ce n'est pas la liberté religieuse qui est le critère pour former une association politique laïque. C'est bien sûr, a fortiori, la liberté religieuse y est assurée. Mais c'est d'abord la liberté de conscience. Et le champ, d'ailleurs, des dispositions laïques a bien précédé la loi de 1905. Il y a une grande partie. Il commence avec l'état civil, en 1792, les grandes lois scolaires à la fin du XIXe siècle, mais avant 1905, les cimetières, etc. Deuxième conséquence, la puissance publique s'installe sur le moment zéro. La puissance publique s'installe sur le moment zéro. Tout ce qui participe d'elle, je dis bien d'elle et non pas à elle, s'abstient en matière de croyance, de non-croyance, de position métaphysique, etc. C'est ce qu'on appelle, à strictement parler, le principe de laïcité, vous le reconnaissez, là, tout le monde le sait. Mais ce principe propre à la puissance publique, donc les agents publics, les fonctionnaires, les services publics, etc., mais ce principe propre à la puissance publique ne suffit pas à définir le régime de laïcité. Il faut, pour définir le régime de laïcité, compléter ce principe de laïcité par ce qu'il laisse libre, parce qu'il est limité, ce principe de laïcité. Donc, il faut adjoindre à ce principe de laïcité ce qu'il ne gouverne pas directement, ce qui est en dehors de ce qu'on appelle maintenant son périmètre. Le principe de libre expression. Ça va sans dire, mais enfin, autant le dire. Et le principe de libre expression, dans le cadre du droit commun, vaut partout ailleurs, dans la rue, dans les transports, dans la société civile, dans les commerces, etc. Il y a libre affichage. Confondre ces deux principes, dans un sens ou dans l'autre, c'est ruiner la laïcité, mais j'y reviendrai dans un moment avec un autre dispositif. Autre conséquence, la non-reconnaissance politique et le non-financement public des cultes sont déductibles, bien entendu, de l'espace géro. La liberté des cultes est un droit liberté, ce n'est pas un droit créance. La République va laisser la liberté des cultes, mais elle ne va pas l'alimenter, elle ne va pas la financer. Ça serait rompre, bien sûr, l'égalité entre les citoyens et tout simplement saturer l'espace. Ce serait une façon de saturer l'espace. Autre conséquence, l'association politique ne suppose aucun lien préalable dont elle s'inspire. Ça ne signifie pas qu'elle abolit ces liens, elle ne leur accorde pas de rôle politique, d'efficience politique. Donc elle réunit d'abord des individus. Ces individus assurent leur indépendance par la loi qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Donc un minimalisme, un immanentisme, un atomisme. Et oui, l'individualisme existe. Il y a plusieurs formes d'individualisme, mais ça, il fallait quand même, je tiens à le dire, ce sont d'abord des individus qui forment l'association politique. Dans une telle association, il n'y a donc pas d'obligation d'appartenance, mais il n'y a pas non plus de supposition d'appartenance. Les appartenances sont libres. Le droit de l'individu, du promeneur solitaire, je pense à Rousseau bien sûr, de la promeneuse solitaire, eh bien, il est prioritaire. C'est un atomisme. Pour caractériser cette association d'individus, autre conséquence, le modèle du contrat, le modèle ordinaire du contrat n'est pas adéquat. On parle souvent de contrat laïque, etc. C'est une facilité. Il n'y a pas de contrat.
entre une association laïque comme la République française et les citoyens. Parce que ce sont les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants, qui font les lois. Donc ils contractent. S'ils contractent, c'est qu'ils contractent avec eux-mêmes. Donc c'est une autre technique. Ce n'est pas un contrat commercial. Il n'y a pas d'échange. La République n'est pas un deal avec un groupe, avec tel ou tel groupe. Constitué comment? Avec quelle légitimité? Avec quel chef? Avec quel grand frère? Avec quelle mafia? Elle ne traite pas avec des lobbies. Ce n'est pas une association sur le modèle d'un échange marchand. Ce n'est pas en vertu d'un traitement particulier qu'on obtient ses droits, sa liberté, sa sécurité. On les traduit en termes universels pour qu'ils soient possibles pour tous, énonçables juridiquement, applicables en même temps à tous. C'est dans cet esprit qu'on s'efforce de faire des lois. On n'y arrive pas toujours, mais c'est un horizon. Et d'ailleurs, la législation laïque, les lois laïques, du mariage civil aux lois scolaires, de la séparation des églises et de l'État à l'émancipation juridique et politique des femmes, en passant par la protection de la recherche en biologie, les avancées sur le droit de mourir, les dispositions laïques sont exemplaires à cet égard. J'énumère encore quelques conséquences, mais on va arriver au bout de nos peines. Les communautés ne sont pas pour autant exclues, bien sûr. Elles jouissent de la liberté dans la société civile et même elles peuvent jouir de dispositions législatives. La législation sur les associations leur permet, y compris les associations religieuses qui peuvent se constituer en associations cultuelles. Donc un rassemblement communautaire n'est pas nécessairement communautariste. Quand est-ce qu'il devient communautariste? Ça nous permet un petit peu de réflexion sur ce que c'est que le communautarisme. Eh bien, un rassemblement communautariste, on devient communautariste à partir du moment où ce rassemblement s'érige en dépositaire d'une chasse gardée, et où il fait pression sur ceux qu'il regarde comme devant lui appartenir. Il fait pression, disons, toi, tu devrais peut-être venir plus souvent à la réunion, plus souvent faire la prière, etc. À partir du moment où il leur prescrit des obligations impérativement qui vont au-delà de ce que la loi commune exige. Donc la loi protège ceux qui veulent échapper à l'assignation communautaire. Et puis, le communautarisme politique existe lorsqu'on passe au niveau où il réclame, au niveau de la loi, des droits et des devoirs particuliers. Avant-dernière conséquence, la laïcité n'est pas contraire aux religions. Celles-ci vont jouir du droit d'association cultuelle, elles vont pouvoir se déployer dans le cadre du droit commun, bien sûr, mais elles s'opposent seulement à leur parti politique, à leur visée politique, à leur tentative de faire la loi en tant que telle. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que les citoyens puissent faire valoir un point de vue inspiré d'une religion. Ils peuvent très bien militer pour ça, mais il faut qu'ils puissent le faire dans des termes accessibles à tout citoyen universellement. Enfin, si la laïcité n'est pas contraire aux religions, il y a une forme de religion à laquelle elle s'oppose totalement et directement. C'est la religion civile. La loi, la foi n'a pas à faire la loi, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. Et c'est encore un élément qui distingue le régime laïque des régimes d'athéisme d'État, qui sont des religions civiles, ce sont des religions. Bon, il faudrait parler de la laïcité scolaire, mais là, il faudrait une autre conférence. Alors, je me propose maintenant, j'ai parlé longtemps déjà, mais j'ai encore un petit peu de temps, un zoom sur un des points. J'ai parlé tout à l'heure du régime de laïcité en disant que le principe de laïcité n'épuise pas le régime de laïcité, qu'il y a deux principes dans le régime de laïcité, qu'il y a une dualité. Il y a d'une part, attendez, je crois que j'ai fait un... Voilà. J'ai fait une diapo là-dessus. Bon. Le régime laïque combine deux principes. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je le reprends ici. Articule deux principes. Dans le domaine de l'autorité publique, de la puissance publique, c'est le principe de laïcité qui s'applique. On s'abstient, on garde la réserve. Donc c'est l'autorité publique, la législation, les magistrats, les fonctionnaires, les bâtiments publics, la voie publique. Bon. La voie publique en tant qu'elle est fixe. On ne met pas d'édifices religieux dessus, sauf ceux qui existaient avant 1905. On les entretient quand même. Bon. L'école publique, ce que les juristes appellent la sphère publique. Bon.
Là, je vous fais remarquer que ce domaine est défini, c'est-à-dire que c'est la loi qui énumère ces objets. Les objets qui ne sont pas dans cette énumération, enfin, ce n'est pas la mienne, il faut voir la loi. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai simplifié énormément, mais ils ne sont pas concernés par le principe de laïcité. Et puis, d'autre part, le principe de liberté d'expression, ça va sans dire, mais il faut le marquer quand même, il faut le dire, tout ce que le principe de laïcité, tout ce que l'autorité publique, donc tout ce qui ne participe pas directement de l'autorité publique, eh bien, jouit des libertés civiles. Bon, autrement dit, dans la société civile, dans les lieux accessibles au public, une salle de conférence, une bibliothèque, la rue, tout simplement, un hall de gare, eh bien, vous pouvez afficher vos convictions, vous pouvez arborer un affichage religieux. Donc, sans cette dualité, la laïcité n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est parce que la puissance publique et le domaine qui lui est lié constitutivement s'astreignent à la réserve en matière de culte, restent sur le zéro, si vous voulez, que les libertés d'expression d'association vont pouvoir se déployer dans le cadre de la société civile et dans l'espace civil. Eh bien, cette dualité installe ce que j'appelle la respiration laïque, passer de l'un à l'autre. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est tenu par le principe de laïcité, donc doit observer l'abstention, eh bien, une fois qu'il quitte ses fonctions, tous les soirs, au moment qu'il quitte son service, il va pouvoir exprimer toutes les opinions qu'il veut, afficher sa religion, etc. Moi, professeur dans l'enseignement public, eh bien, je ne pouvais pas faire état de mes opinions auprès de mes élèves, mais à la sortie, je ne m'en privais pas. Mais bien sûr, c'était en tant que citoyen. Voilà. Donc, c'est ça la respiration laïque. La respiration laïque fait qu'il y a toujours un moment d'alternance. L'élève qui ôte ses atours religieux en entrant à l'école publique peut les remettre en sortant. On oublie toujours de le dire, ça. Il peut les remettre en sortant, il fait ce qu'il veut, en fait. Il échappe par là aussi bien à une uniformisation d'État, parce que si l'État disait qu'il faut être laïque partout, tout le temps, ça serait une uniformisation. Est-ce que ça serait laïque? J'y viendrai pour terminer. Mais il échappe aussi à l'éventuelle uniformisation que lui réclamerait son appartenance, en lui disant « tu dois tout le temps porter tel accoutrement, tel signe, partout, où que tu ailles, et sans arrêt ». Ça, c'est une uniformisation. Le patchwork, c'est une uniformisation par morceaux. On n'y pense jamais, ça. On n'y pense jamais. Donc, deux espèces d'uniformisation sont tenues en échec. Personne n'est soumis à l'uniformisation d'un État qui s'imposerait dans tous les secteurs de la vie. S'imposer dans tous les secteurs de la vie, c'est la définition de l'intégrisme. Intégralement. Intégralement. Mais, parallèlement, personne n'est assigné contre son gré à suivre les exigences d'une communauté, d'y conformer ses comportements. Une telle conformité doit être une liberté, mais pas une uniformisation. Donc, quand on avance la notion de diversité, eh bien, ça sert souvent à masquer et même parfois à promouvoir l'uniformisation par collection, par molécule, comme ça, ce que je viens de décrire, par patchwork, qui devient alors une assignation. Or, la diversité, eh bien, c'est d'abord celle qu'on doit assurer entre les individus. Entre les individus. Dans une association politique laïque, il n'y a pas d'obligation d'appartenance, je l'ai déjà dit. Le régime de laïcité, donc, est auto-limitatif. Il installe la puissance publique dans un espace neutralisé, un espace zéro, et dans l'espace social ordinaire, la liberté d'expression peut se déployer dans le cadre du droit commun. Voilà pourquoi la laïcité est liée à la liberté. Donc l'expression, vous voyez que l'expression intégrisme laïque n'a pas de sens, puisqu'il s'agit, un intégrisme ne se limite pas, justement. Il vous impose des comportements, des pensées, des dogmes, tout le temps, à tous les moments de la vie et partout. Le principe de laïcité, lui, il est limité à ce que les juristes appellent la sphère publique. Bon, ça peut changer,
Le contenu de la liste peut changer, peut s'allonger, mais il est toujours défini. Donc, l'intégrisme consiste à uniformiser l'intégralité de la vie. Il ne peut donc pas y avoir d'intégrisme laïque. Est-ce que je vais finir la conférence maintenant? Non. Non. Ce vide de sens ne suffit pas à expliquer la fréquence de l'expression intégrisme laïque. Il faut donc expliquer pourquoi les gens croient qu'il y a de l'intégrisme laïque. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Bon. Il faut pour ça bien considérer le fonctionnement de la dualité de principes dont je viens de parler. Cette dualité, elle explique, je vais essayer d'expliquer comment elle peut déraper, comment elle peut dériver. Et ces dérives, elles sont au nombre de 2, puisqu'il y a 2 principes, et elles s'expliquent par le même mécanisme. Le mécanisme, je vous le donne tout de suite, vous prenez l'un des principes, et puis vous lui faites dévorer l'autre. Vous le faites dévorer. Alors bon, comme nous les philosophes, on ne fait pas les choses à moitié, on fait les choses en gros plutôt. Hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Eh bien, on va faire la fiction que l'un des principes va entièrement effacer, se substituer à l'autre. Mais bien sûr, il peut y avoir des degrés, des gradations, des petites tentatives. Bon. Alors, la première dérive. Vous prenez le deuxième principe, là, celui qui est en bas du tableau. Je l'appelle la laïcité adjectivée, parce qu'elle ajoute un adjectif au substantif laïcité, et cet adjectif a pour fonction d'absorber le substantif. Qu'est-ce que ça va faire? Vous prenez ce principe de liberté d'expression, d'affichage qui vaut dans la société civile, et puis vous allez l'appliquer, vous allez dire « Ah, il faudrait que ça soit l'État aussi comme ça ». Donc on va permettre aux fonctionnaires de porter des signes religieux, etc. Voilà. Donc, on va dissoudre le principe de laïcité dans le principe de libre affichage qui va s'imposer, et on va aligner le domaine de l'autorité publique sur la société civile. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation des églises et de l'État. Ce sont les communautés qui vont... Il y a communautarisation du corps politique. Donc, on récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance publique. Alors, on ne le fait pas globalement, hein, là c'est un schéma que je vous propose, mais par certains points, on va demander des financements, on va demander une reconnaissance, etc. C'est ce que certains appellent la laïcité de reconnaissance. C'est un oxymore. Hein, c'est un oxymore. Bon. Eh bien, cette dérive a notamment été désavouée par le vote de la loi de mars 2004, la loi sur le port des tenues religieuses à l'école, parce que c'était une tentative, bien sûr, pour introduire le moment du deuxième principe, c'est-à-dire la société civile, dans l'État. Ou transformer l'État, ou aligner l'État sur les mœurs de la société civile. Bon, donc il n'y a plus de laïcité. Il n'y a plus de... Alors maintenant, vous prenez l'autre principe, prenez le principe de laïcité, et puis vous lui faites dévorer l'autre. Qu'est-ce que vous obtenez? Il n'y a plus que le principe de laïcité. Vous demandez son application partout, tout le temps, donc plus de signes religieux nulle part. On efface tout. C'est un désert d'opinion. C'est un désert d'expression d'opinion. Je ne veux plus de voir de voile islamique, je ne veux plus voir de croix dans la rue, je ne veux plus voir de... Il y a des gens qui prétendent ça. Hein. Il y en a beaucoup qui prétendent l'autre, hein, qui sont dans l'autre dérive, mais celle-là, on l'entend. Bon. Eh bien, on va durcir le domaine de la société civile en exigeant qu'ils se soumettent à l'abstention qui devrait régner uniquement dans le domaine de la société civile. On va durcir le domaine de la société civile en exigeant qu'elle se soumette à ce qui devrait être limité, hein, à la sphère de l'autorité publique. Bon, je ne vais pas vous raconter comment je suis arrivée à formaliser ça. C'est à la suite d'un petit événement, un micro-événement qui a eu lieu en 2007. On appelait ça l'affaire du gîte d'Épinal. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était une dame qui tenait un gîte rural et qui avait prétendu... Alors, il y avait des femmes voilées qui s'étaient présentées et elle les avait fichues à la porte en leur disant « Ici, c'est public. Pas de voile ». Elle a été lourdement condamnée.
C'est la société civile, bien sûr. Bon. Donc là, il faut donc bien comprendre que le mot public est ambivalent. Public, ça peut vouloir dire qui relève de l'autorité publique, qui participe de l'autorité publique, les services publics, l'école publique, les magistrats, etc., la loi, tout simplement. Ça peut vouloir dire aussi qui est ouvert au public. Et là, c'est tout à fait différent. Dans les lieux ouverts au public, le principe de laïcité ne s'applique pas forcément, il ne s'applique que dans les lieux qui participent de l'autorité publique. Bon. Eh bien, vous voyez que ces deux courants, ils sont opposés, mais s'expliquent d'abord par un même mécanisme, mais ils se relayent, ils se fascinent l'un l'autre. Hein, ils s'aiment beaucoup, en quelque sorte. Hein, ils se renforcent l'un l'autre. Ils ont offert la laïcité à l'extrême droite depuis longtemps. Depuis longtemps. L'un en désertant le terrain laïque pendant de longues décennies. Donc, il y avait un objet à ramasser. Bien, c'était facile. On l'a abandonné, cet objet laïque. Et l'autre, en investissant avec des propositions durcies, réactives. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons un dispositif qui permet d'expliquer par le même mécanisme des positions qui sont complètement, des thèses diamétralement opposées. Et vous voyez que la notion d'uniformisation, eh bien, elle est très, très différente, mais elle existe dans les deux thèses. L'uniformisation s'installe soit par communautarisation indéfinie de l'espace politique, chaque communauté uniformisant ses membres. L'autre, c'est alors un nettoyage d'État qui désertifie l'espace civil. Donc la respiration laïque consiste à maintenir la dualité. Il faut maintenir cette respiration laïque. Alors, en quel sens peut-on parler d'intégrisme? Ça sera mon tout dernier point. La première dérive, enfin, celle qui est en bas, c'est plutôt celle qui est en bas du tableau. Non, c'est l'autre. La première dérive peut se réclamer, la laïcité adjectivée, elle peut se réclamer d'une forme de tolérance consistant à organiser la coexistence de communautés diverses. Donc, elle ne relève pas directement dans son principe de la notion d'intégrisme, elle n'est pas homogène, hein, ce n'est pas une uniformisation homogène, mais elle favorise l'emprise de l'intégrisme communautaire par les différentes associations religieuses, politico-religieuses, hein, et notamment par l'intégrisme islamique. C'est favorisé. Hein, c'est pour ça que, au début de mon intervention, je parlais de cette pensée banale, un peu aimable, qui dit « mais il faut reconnaître les communautés, etc. » Eh bien, ça favorise l'intégrisme communautaire, tout simplement. Tout simplement. L'autre dérive, l'extrémisme laïque, ultra. Eh bien voilà, c'est là qu'on parlait, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intégrisme laïque. C'est quand on veut uniformiser entièrement la société civile en lui imposant la règle, le principe de laïcité. En ce sens, oui, on peut parler d'intégrisme puisque ce mouvement viserait une uniformisation homogène de la vie sociale relevant d'un principe général appliqué par l'État. Je ne veux rien voir, je ne veux pas voir de signes religieux nulle part. Alors oui, ce serait un intégrisme, ça. Mais s'agirait-il pour autant d'un intégrisme laïque? Est-ce laïque d'imposer le principe de laïcité partout, tout le temps? Non, ce n'est pas laïque. On voit que l'invocation incantatoire de la distinction entre public et privé ne met pas la laïcité à l'abri d'un contresens. Ce qui est public peut en effet désigner ce qui participe de l'autorité publique, État, magistrat, législation, agent public, etc., mais peut désigner aussi ce qui est simplement accessible au public. Donc ce n'est pas parce que c'est public qu'il faut demander toute abstention, la disparition de tout affichage. Donc, il faudrait réclamer alors que tout ce qui n'est pas intime se plie au principe de laïcité parce que c'est public. C'est ça l'argument. Ce serait ça l'argument. Mais ce serait la négation
du régime laïque, l'abolition de la liberté d'expression. D'ailleurs, on ne voit pas que la République française cherche à réduire la présence religieuse dans la société. Est-ce qu'on fait taire les cloches pour un autre motif que la tranquillité publique? Le port de signes religieux dans la rue, dans les espaces accessibles au public, est-il prohibé? Pas du tout. Les discussions publiques, les publications, sont-elles tenues d'éviter tout sujet religieux, toute opinion religieuse? Non, non, non plus. Est-il interdit d'organiser une réunion publique à caractère religieux, une procession? Même le prosélytisme n'est pas interdit en France. Le prosélytisme n'est pas interdit en France. Il est interdit